Le début d'une émission de radio est comme le début d'un amour. On est au tout début. C'est le tout début. Tout le temps est devant nous. La suite nous est inconnaissable et pourtant elle nous attire. On a peur. On voit les cadrans. On voit l'heure. Le temps qui va peut-être manquer. On voit le silence. On voit l'imprévu, l'inattendu. Les invités qui ne viendront peut-être pas. Les musiques qui ne seront pas déclenchées au bon moment. Nos propres moments de défaillance. Les questions qui tomberont à plat. On voit tout ça à la radio et on est attiré par cette peur. L'attraction qu'on ressent est indémêlable de cette peur. On est à la radio comme dans l'amour. C'est le commencement qui va décider de la suite, de si vous allez choisir de partir ou bien de rester. Ce soir, on est au commencement. On est quelque part. On est seul, dévoré par des sensations, des désirs, des sentiments tenus secrets et à l'écart. Et bientôt, on va commencer à parler. J'aime le début d'une émission comme j'aime le début d'un amour. Dès les premiers instants, quelque chose se déploie qui n'était pas là au départ. Quelque chose qu'on ne soupçonnait pas et qu'on va créer. Ça commence toujours comme ça, par l'entrée de ma voix dans une autre vie que la mienne. Ma voix se fond à d'autres vies, d'autres corps, à d'autres histoires. Ma voix se lance et percute des vies dont elle ignore tout. Elle va à leur rencontre et les élargit. Ma voix a un poids, une odeur, une texture, une histoire. Elle va comme une peau se frotter contre l'autre, contre tous ces autres. La voix est une seconde peau. Au commencement, en amour comme à la radio, la voix ne cache pas sa fragilité. Elle trahit une fébrilité, elle se précipite. À tout moment, elle peut s'arrêter, s'éteindre, trébucher, se reprendre, recommencer. On pense abolir la distance et on nourrit la distance. Au commencement d'une émission, on entend la respiration courte et incontrôlée de la personne qui parle. Ce souffle a la cadence, la sensualité de ceux qui se désirent et qui sont nus ensemble pour une première fois. On prépare avec soin les premiers mots d'une émission, ceux des commencements. Tout se joue dans ce premier moment. Chaque fois, il faut réinventer l'entrée. Il faut recommencer, éviter de répéter, on est enregistré. L'amour, lui, ne s'enregistre pas. Il n'est inscrit nulle part qu'on a aimé, qu'on a terriblement aimé. Ce sont souvent des choses, les noms de celles et ceux qu'on a aimés, qu'on garde pour nous. Tapis, secrètes, enfouies. La vie d'une voix est de courte durée. L'émission va se terminer et la voix disparaître, s'évanouir. À la radio, on a très peu de temps pour laisser une trace, pour faire naître une histoire entre nous, faire en sorte que la voix, une fois éteinte, demeure en suspens dans le silence qui va suivre. Que l'on n'oublie jamais sa voix et le désir secret de l'amoureuse, je crois. On a un corps, d'où sort la voix, mais corps et voix ne s'obéissent pas, ils divergent. La voix prend ses distances du corps. Le corps est plus fragile, plus cassant que la voix. Mais le corps et la voix sont égaux dans leur capacité à être troublés, à s'égarer. Faire de la radio et désirer sont des activités qui se confondent. Elles sont chacune à leur façon étreintes et rencontres avec l'autre. On est au tout début de l'émission, comme au tout début de l'amour. J'ignore tout, comme vous, de ce que la suite nous réserve. Des choses vont survenir, des choses prévues, des choses imprévues qui vont entièrement nous échapper. On est au tout début de l'émission comme au tout début de l'amour. Tendre sa voix, tendre son corps,
un même mouvement. Il ne m'est jamais arrivé de désirer un homme d'une manière aussi raide et sauvage. Il est grand, élancé, décharné, mais il occupe tout l'espace. Son corps se déchaîne avec une retenue, une gêne qui tout de suite m'émeut. Il ne veut pas être regardé, tout de suite ça se voit. Il est regardé. C'est que quelque chose l'habite qu'il ignore. Et je pense peut-être qu'à force de l'observer, de me rapprocher, je vais lui arracher quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je pense, car à cet instant précis, je ne pense à rien d'autre qu'à le retenir quand tout ça sera terminé. Je n'ai pas d'autre souvenir de ce soir-là que l'anticipation de son départ, la terreur dans laquelle son départ va me jeter. Je l'observe, il m'obsède, il n'en sait rien. Il joue pour nous tous à la fois, mais je me convainc qu'il joue davantage pour moi. Est-il beau? Ça n'a pas d'importance. Je décompose son corps en chacune des parties qu'il compose. Ses mains, agiles, dansantes, fragiles. Ses bras, élancés, violents et tendres. Sa nuque, interminable et frêle. De là où je l'observe, je distingue mal ses lèvres, son torse sous son veston, ses cuisses sous son pantalon beaucoup trop large. Les mouvements de son corps contrastent avec la fermeture totale, absolue de son visage. Mais son corps, lui, appelle à être pris, à être caressé. Il se frise quand la musique l'effleure. Et c'est pourquoi son corps tient tout entier dans mon regard. Les notes qu'il joue font comme tomber de lui, et elles ne m'intéressent au fond que parce qu'elles pointent vers son silence, et qu'il est lui la seule vraie musique, la seule que moi, ce soir, j'entends. Je me demande ce qu'il adviendrait si le mouvement quittait son corps, ce qu'il en resterait. Une histoire que je ne connais pas encore, qui est là, encabanée, inaccessible, que je ne connaîtrai peut-être jamais. On ferme les lumières. Les artistes viennent saluer le public. C'est la fin du spectacle. Une fois, 2 fois peut-être il salue, mais sans conviction, comme gêné de se retrouver là, comme gêné par son corps, qui n'est plus en mouvement et le laisse seul avec son histoire. Je sors vite pour ne pas le manquer. Il rejoint le public et les artistes restés dans le bar pour discuter. Je le vois même en lui tournant le dos. Il dégage à la fois une forme d'intempérance et une grande retenue. Pas moi, pas de la même manière. Il discute avec les musiciens. Il ne va vers personne d'autre. Il rigole. Son corps retrouve un certain mouvement,
Son visage. Il a le visage aussi fin que le corps, étiré, fatigué, l'œil noir, profond et un peu vitreux. Il sort fumer quelquefois, et chaque fois je me dis qu'il va partir car c'est exactement la même impulsion, la même démarche, le même élan, le même son. Il sort sans se retourner. Je me dis qu'il est parti et je me reproche d'avoir manqué de courage, de m'être tenue à une telle distance de lui dans des conversations que je n'écoute pas. Heureusement, il revient. Je l'observe. Son veston. Il est le seul à en porter un. Ça se voit tout de suite que pour lui, c'est un costume, rien d'autre. Même sans lui faire face, je ne regarde que lui. Je n'entends que lui rire derrière ma tête, parler un peu fort d'une voix qui tout de suite me plaît, lourde, tabac et un peu risquée. Pas calme, sa façon de parler. Les mots inarticulés, un peu ravalés, bosselés à la sortie de sa bouche et tombant dans mon oreille avec des intonations d'adolescent, des formules d'adolescent, des termes d'adolescent. J'entends déjà la domination du langage sur lui. J'échappe à une conversation et je glisse jusqu'à lui. Je reste silencieuse à l'écouter, lui et les autres. Je pense que je ne comprends pas vraiment ce qu'il dit. Je pense aussi que ça me fait peur, quelqu'un de mon âge qui ne pense qu'à s'amuser. Désir d'intempérance aussi. Surtout. Alors je sais tout de suite qu'on ne pourra pas se comprendre. J'aime ne pas le comprendre. Ne pas savoir m'expliquer pourquoi il me dit toutes ces choses. J'aime cette cicatrice au coin de sa bouche, ce sourire blessé, cette sensibilité que je vois surgir durant son concert quand quelque chose s'échappe de lui un court instant et qu'il le rattrape vite en reprenant pour lui ce détachement qui est comme sa seconde peau. Je pense qu'il n'est pas sérieux et pourtant très sérieux. Je pense qu'il est timide et qu'il ne l'est pas. Je pense qu'il est insouciant et qu'il ne l'est pas. Je pense qu'il a quelque chose de brutal et je ne sais pas quoi. Je pense que tout ce temps, il ne se montre pas et ce retrait dans lequel il se tient me donne envie de le toucher. Je n'arrête pas de penser, à mesure qu'il parle, à tout ce que je veux savoir de lui. Je lui pose des questions. Il répond en souriant, alors je ne sais pas tout à fait s'il invente. Il me pose des questions aussi. Déjà, je sais que pour lui, parler tout le temps n'est pas l'équivalent de vivre, et ça me plaît. Puis le bar du théâtre se vide. Je ne sais pas comment on se quitte. Je ne lui dis pas que je veux le revoir, que je penserai à lui ce soir-là en rentrant à pied vers chez moi retrouver l'homme avec qui je partage ma vie, que je rentrerai me mettre au lit avec cet homme en m'imaginant me mettre au lit avec lui. Je ne lui dis rien ce soir-là. Il est tard. J'espère qu'il rentre chez lui et que chez lui il est seul. Moi, je marche vaguement dans la nuit. J'arrive chez moi. L'appartement est plongé dans le noir. Je me déshabille et me glisse dans mon lit, où dort l'homme avec qui je partage ma vie. Ni mon corps, ni mes gestes ne peuvent laisser deviner son arrivée éclatante dans ma vie. Mon corps garde secret, pour lui, ce premier moment, ces premières images, ce commencement qui est déjà un souvenir incertain. J'attends quelques jours pour lui écrire. On convient de se retrouver pour une entrevue. Je prétexte une entrevue. J'irai chez lui jeudi après-midi et j'enregistrerai sa voix. C'est ce que je préfère, enregistrer des voix. Je me réjouis de récolter bientôt la sienne alors qu'il dit oui à ce rendez-vous. Je suis persuadée qu'il est possible que la naissance de l'amour soit l'obéissance à une voix, à l'intonation d'une voix. Je ne sais pas si sa voix est belle, mais elle me touche. Il n'y fait pas attention. Il ne fait attention à rien, je crois. Et je suis certaine que je me trompe, mais jamais je ne le vois faire attention à autre chose qu'à l'âme de son instrument.
Et plusieurs fois, je me dis que j'aimerais être cette petite pièce en bois qu'il tient devant moi avec tellement de délicatesse. Je vais chez lui. Je ne trouve pas immédiatement son appartement, je le dépasse plusieurs fois. Je ne trouve pas le numéro de porte qui correspond à celui qu'il m'a donné. Il vit au-dessus d'un bar et je pense aux nuits qui doivent être les siennes. Je monte les marches étroites et sales. J'ai peut-être peur. Je frappe à la porte. Il ouvre. Il ne porte plus son costume. Je pense que son appartement est horrible. Il ne me fait pas visiter et je cherche à savoir s'il vit avec une femme. Je ne pense pas. On s'installe à la table de la cuisine. Je peux commencer à enregistrer. Je dis « J'enregistre maintenant ». Je lui pose quelques questions un peu ridicules que j'imagine à partir de notre seul échange. Rien de ce qu'il dit ce jour-là ne m'interpelle vraiment, sinon le mouvement de ses lèvres. J'enregistre avec mes écouteurs sur la tête, ce qui me sépare un peu de lui et dissimule ma gêne. De là, j'observe les traits délicats et durs de son visage. Il a de grands yeux sombres, affligés et timides qui me bouleversent. Des paupières si fines qu'elles menacent de dévoiler ses yeux. Il y a chez lui une grande pudeur dissimulée et une inconvenance affichée. Je détourne les yeux en réajustant le volume de mon enregistreur, incapable de soutenir son regard. J'ai peur de moi plus que de lui. On termine l'entretien. J'éteins l'enregistreur. Alors de lui, je ne sais absolument rien. Lui, il a l'impression d'avoir tout dit, ça se voit dans sa manière d'être abattu. Je m'applique à prendre une photo de lui et mon regard sur lui le rend mal à l'aise. Il ne prend pas la pose, il ne sourit pas, il va jusqu'à fermer les yeux. Je range mon matériel, mais je n'ai aucune envie de partir. On discute encore un peu, puis je pars. Je descends l'escalier raide et mal éclairé. C'est la fin de l'après-midi. Je rentre chez moi pour réécouter sa voix. En réécoutant sa voix, j'ai la sensation d'entrer dans sa vie et dans tout ce qu'il n'a pas dit. C'est l'écoute d'une émotion et nous sommes ensemble pour la prochaine heure. Aujourd'hui, l'émission n'obéit à personne, elle obéit à un sentiment. Juste
Je lui réécris le lendemain. Je veux le revoir. Je ne prétexte rien cette fois. Je pars pour quelques jours à l'extérieur et je lui propose de passer chez lui à mon retour. Il accepte. Durant ces quelques jours, je suis pleine de cette énergie vitale qui exacerbe le désir. Tout à coup, la vie apparaît simple et vivre tout autant. Le désir est ainsi qu'il désactive les emplois du temps. Je rentre en ville, je lui réécris. Il m'invite à nouveau chez lui. Cette fois, j'arrive en soirée. J'entre, un peu gênée de ne pas avoir mon matériel avec moi. Je frappe à la porte. Il ouvre. Les portes des 2 chambres sont fermées. Il me dit qu'on peut s'installer dans la pièce du fond. Cette pièce est la pire, la plus étroite et la plus en désordre. Il y a un vieux divan en cuir noir, un vieux rideau, un ordinateur sur une table sale pleine de paquets de cigarettes. Il se laisse tomber dans le divan. Je prends la chaise de bureau sur roulette et je roule comme le plancher est en pente. On rit parce qu'au fond, on est tous les 2 gênés. On discute. Notre conversation est trouée par plein de petits silences. Je me préoccupe de ce qui va arriver d'ici la fin de cette soirée. Il ne laisse pas facilement tomber ses défenses. Ce que je désire en lui est ténu. C'est peut-être cette bosse sur son épaule, signe qu'il a trop joué de son instrument, qui dit surtout qu'il n'est pas infaillible, que le monde peut l'affecter, le fragiliser. Et c'est cette idée que renferme cette bosse qui m'émeut. Je m'attache à ce qu'il y a de plus délicat chez lui. Lui me dévisage, comme pour déguiser son propre désir, parfois aussi par une blague, une cigarette, un regard sur son téléphone. On s'embrasse. Je ne suis plus qu'un corps. Le langage et la raison m'abandonnent. Je goûte son odeur. Comment décrire son odeur? Sa peau sent la fatigue, la cigarette et le savon. Il fume beaucoup trop, il se tue à fumer. On se lève, on marche vers l'une des 2 autres pièces que je devine être sa chambre. La porte est fermée. Il l'ouvre. Ensuite, pendant plusieurs heures, on fait l'amour dans son lit qui a exactement la même odeur que sa peau. J'ai l'impression qu'il est partout autour et à l'intérieur de moi, que ses draps sont une extension de sa chair et que je pénètre son secret chaque fois qu'il me pénètre et j'en jouis plusieurs fois. Cet excès, cette fureur me donne l'impression d'échapper au monde. Lui, je le vois se lever après l'amour, sa silhouette frêle comme seul costume, à nouveau loin, inatteignable et tout en contrôle. L'instant d'avant, il frissonnait de plaisir alors que je le tenais entre mes mains, entre mes cuisses, entre mes lèvres. Dans l'acte sexuel, il demeure silencieux. Je parle un peu, mais lui ne dit rien. Seul son souffle parle pour lui, s'accélérant constamment, devenant plus fort, plus chaud, plus saccadé, plus incontrôlable. Ce silence, d'abord me terrifie, puis me plaît, beaucoup. Il est impénétrable et peut-être au fond ce qu'il y a de plus charnel. Son silence, son souffle sont pour moi une partition. J'en joue. Et dans le silence de la chambre, ce son, cette musique prend toute la place. Elle s'accompagne d'un regard, le sien qui semble ne rien comprendre à ce qui lui arrive, à ce plaisir féroce qui s'empare de son corps et le fait trembler. Pour dire son plaisir, je remarque qu'il pince un peu des lèvres. De tragique, il devient troublant. Il jouit discrètement. Sa sexualité le gêne. Il la freine et je le sais, mais peu à peu, il s'abandonne. Notre communication est non-verbale, odorante, goûteuse. On s'étreint par les bras, les mains, les lèvres, les yeux, le souffle. On veut tout savoir de ce que nos corps cachent. Mon silence à moi est différent du sien, lié à une forme de culpabilité d'être ici et attendu par un autre homme. Lorsque je vois l'heure et que je commence à me rhabiller, je lui dis sans le regarder que j'ai quelqu'un dans ma vie. Il sourit, d'un sourire qui ne veut rien dire. On rit, on ne parle pas. Je sors de la chambre. Je sors de l'intimité qui est déjà là entre nous.
Je descends l'horrible corridor. Sitôt passé la porte donnant sur la rue, je retrouve l'artère bruyante sur laquelle il vit. Je regrette de ne pas avoir enregistré son souffle, d'être soumise au son des voitures, du métro, des gens. Il n'est disponible pour personne. Je le veux pour moi. Je ne serai jamais à lui, je le sais déjà. J'ai peur de le rejoindre et du désir pour cette peur, du désir que j'éprouve pour cette peur. Il m'écoute. Parler est un risque qu'il ne prend pas. Le langage le fatigue, souvent il le trahit. On aime tous les deux ce qui est risqué. Moi, je parle, mes mots sont précis, épineux, souvent maladroits. Je veux qu'il force une entaille en lui, qu'il l'ouvre. Je force avec ma langue pour le fendre, l'entamer. Je force pour trouver une brèche par laquelle entrer. Je ne trouve pas. J'appréhende toujours le moment où il va s'arrêter de parler. Et quand le silence reprend sa place, il a véritablement l'impression, lui, d'avoir tout dit. Il fait le tour de sa vie comme si ce qu'il en disait était tout ce qu'il en restait. Comme on sort des souvenirs d'une boîte avant de les replacer. Il parle de sa vie comme quelque chose de derrière lui. Je parle de ma vie comme si elle était devant moi. N'avoir rien à se dire est peut-être au fond ce qui me ramène à lui. Il porte des vêtements immenses que je déteste. Mais ce que je déteste ne l'impressionne pas. Il ne se conçoit pas à partir de moi. Il n'a pas besoin de moi, que je sois impressionnée par lui. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas me plaire, je crois, mais il ne ressent pas l'exigence d'être ce à quoi je m'attends. D'ailleurs, il n'est rien de ce à quoi je m'attends. Il ne lit pas, il n'écrit pas, il ne va jamais au cinéma. Il boit des Pabst, met du coke dans son vin. Il n'assiste jamais à des concerts. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Il occupe sa vie à des choses auxquelles je n'occupe jamais la mienne. Tout l'ennui, ce qui le rend arrogant et brutal. Il a quelque chose de brisé dont on ne parle pas. Il tient à son immense solitude. Et lorsque je le touche, je sens parfois que je la lui vole et que pour ça, il m'en veut. Je pleure une seule fois devant lui. Et cette déclaration change quelque chose entre nous. On n'est pas aussi solide, imbattable et cruel qu'on le pense. On est incertain, fragile. Je suis en larmes et il m'étreint. Je l'atteins.
Il existe bien 2 photographies de lui sur lesquelles j'apparais moi aussi d'une certaine façon. C'est moi qui les ai prises. C'est mon regard, mon œil tourné vers lui qu'on peut voir si on s'est regardé. La première photo est sombre. Il est debout dans la cuisine de son petit appartement. On voit les armoires vert pomme en arrière-plan reflétées par un grand miroir. Ce miroir nous fait voir son dos, sa nuque, son instrument à l'avant-plan. Il a les yeux fermés, les sourcils froncés, une casquette. On n'est pas encore des amants quand je prends cette photo. C'est quelques semaines plus tard que j'ai touché ses mains, son visage, son corps pour la première fois. Des mois sont passés ensuite sans que vraiment on le réalise. J'ai pris 2 photos de lui sur lesquelles on voit qu'il ne me regarde pas. Il a cette qualité qui est pour moi admirable, qu'il fait passer d'un monde à l'autre sans chercher immédiatement à en adopter les codes, les manières d'être, de paraître, de parler, de bouger, d'interagir. Il refuse d'être autre chose qu'une addition incongrue de ses origines, marquée par une adolescence en banlieue et par une vie de musicien classique. Le jour, il joue du bac. La nuit, il ne dort pas. Il joue aux jeux vidéo. Je me reconnais dans cette personnalité de l'entre-deux, dans cette indétermination, dans ce refus de ne faire qu'un. C'est peut-être aussi ce qui m'a mené jusqu'à lui. Cette envie d'être déraciné. Ce désir de me perdre un peu et dans cette perte de soi, l'entraîner. Pour moi, sa désinvolture demande du cran. Mais peut-être chez lui, relève-t-elle surtout d'une incompréhension sur comment les choses se jouent vraiment. Je nous crois furieux et aveugles, chacun à notre façon, déraisonnables. Durant ces 9 mois où on se voit, il ne me demande jamais rien. Je ne sais pas s'il accepte ma situation, on n'en parle pas. Une seule fois, au volant de sa voiture, il se met en colère contre moi. Je n'ai vécu jusqu'ici ni souffrance, ni blessure, ni détresse, ni angoisse avec lui. Et c'est ce jour-là, dans la voiture, que je comprends que notre histoire ne peut plus durer. Les phares d'une autre voiture éclairent l'amour sur son visage. Je le vois. Ça me terrifie. Dans la lumière blanche, son visage est aussi net qu'une lettre avec ses mots parfaitement tracés. Je suis terrifiée par cette idée comment on a pu en arriver là. Il souffre. Je ne sais pas quoi répondre. Je le regarde parler à demi-mot, dans le noir étouffant, confus, les yeux fuyants, en colère de devoir parler, de ne pas pouvoir laisser au silence la tâche de faire, de dire. Je ne lui fais aucun signe laissant entendre que je le comprends. Rien, je ne dis rien. On ne peut plus être que des amants. On n'est déjà plus des amants, on est allé trop loin, je ne peux pas aller plus loin. J'ai peur de toi, de nous. On n'a rien à faire ensemble. Tu es bien là, à la périphérie de ma vie, pas dans son centre, son cœur, jamais. C'est impossible, vu nos existences se repoussant l'une et l'autre. Tu vois bien que c'est impossible que je me dis, que je te dis. C'est de la folie, cette chose que tu ne parviens pas à nommer. Arrête avec ta folie, ta maigreur, tes nuits, tes cigarettes, tes amis, tes histoires, tes silences. Arrête. Tu sais bien qu'on n'est pas ça, qu'on ne sera jamais vraiment ensemble, qu'on s'aime bien précisément parce qu'on n'a que ça à faire, s'aimer bien, rien d'autre. Pas de plan, pas de matin heureux, pas de soirée d'angoisse, pas d'attente, pas de crise, pas d'ennui, pas de routine, rien de tout ce qui depuis le début nous dégoûte et nous réunit. Oui, nous dégoûte. Rappelle-toi, cette vie nous ennuie. Cette vulnérabilité rend soudain chacun de nos gestes douloureux et beaux. On vit une histoire déchirante et on en éprouve en même temps une certaine joie. La joie dans laquelle nous tiennent toutes ces choses qu'il nous est difficile de connaître, de comprendre, de s'expliquer. Je repense à cette scène
en rentrant chez moi ce soir-là. À toi, dans la voiture, te débattant avec les mots qui ne disent jamais ce que tu penses, ce que tu veux dire. Tu es constamment trompé par les mots, tu les choisis mal. Ils ne sont pas faits pour ça. Tu dis des choses que tu ne veux pas dire et ils tombent de toi dans le désordre sans que tu en pèses le poids. Tu dis ceci et cela, mais tu veux dire ça. Souvent, tu me dis que tu n'es vraiment toi que lorsque tu joues de ton instrument, et c'est vrai. Tu n'es pas toi dans les mots. Les mots te manquent, ils te désorganisent, ils te confrontent. Je repense à la voiture stationnée en bordure du métro en plein hiver. À toi qui n'es pas assez habillé, qui porte un vieux manteau. À cette tuque qui te donne l'air si jeune. On dirait que tes yeux sont plus grands et qu'on y voit une tristesse plus grande qu'eux encore. À tes mains nues, tu n'as pas de gants, il fait un froid inimaginable dehors. Je repense à combien je t'ai trouvé attendrissant. Je repense à nous qui avons froid et n'arrivons pas à faire de phrases complètes. Tout à coup, je ressens le temps. Je le mesure dans tout mon corps. Il y a bien quelque chose comme du temps passé avec toi et du temps passé sans toi. Et ce temps est devant. Je le mesure maintenant. Je mesure ton absence future pour la suite de ma vie. Bon, moi j'y vais. C'est finalement ce que j'ai dit avant de sortir de la voiture. On ne s'est pas embrassé. Je ne t'ai pas dit adieu ou au revoir ou quoi que ce soit d'autre qui aurait pu mettre fin à cette scène et confirmer qu'il n'y en aurait pas de suivante. Je suis sortie en faisant peut-être comme si ce n'était pas la scène ultime, la toute dernière. Je sais que je suis attirée par toi et que je dois rapidement m'éloigner de toi. J'ai honte. Je suis humiliée de me retrouver dans cette confusion. Lorsque je repense à cette nuit-là, le son vociférant de la rame de métro me revient. Je me revois dans le wagon, entourée de gens dont je suis certaine qu'ils rentrent chez eux retrouver la vie telle qu'ils l'ont laissée, suivant le mouvement régulier de l'existence auquel fait croire l'habitude, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus de l'habitude, de la permanence acquise, jusqu'à ce qu'on veuille la déranger, la disloquer, la faire éclater, qu'on ne puisse plus se contenter de ça, de cette vie agencée, rapidement trop ajustée, trop serrée pour contenir tout ce qu'on veut être, cette vie ancrée, réglée, sans rien qui brûle, qui vaille, qui nous fasse sentir vivants. Je me revois dans le métro, chercher des êtres qui, comme moi, ont besoin de se mettre en danger. Là, je revois tout ce qu'on a vécu. Je pleure doucement dans mon foulard. J'arrive à la maison. En fermant la porte derrière moi par souffrance et culpabilité mêlées, j'oublie tout. Il est 19h48.
C'est l'écoute d'une émotion. Peut-être vous joignez-vous à nous à l'instant. Soyez les bienvenus. C'est l'été. 3 ans ont passé depuis la dernière fois. Je t'écris, sans raison, comme ça. On se voit? Je pense on va tout recommencer. On fera comme si c'était le début de la passion, le début de l'émission, la première fois qu'on se voit, la première fois qu'on entend cette émotion et qu'on s'égare absolument. Absolument. On va tout recommencer. À partir de maintenant, on ira où? Dis-moi, on ira où? C'est la même question à chaque début d'émission, la même peur, le même désir, la même incertitude. Je pense, à partir d'ici, on va tout réenregistrer. Tous les mots, tous les silences. Comment le désir revient? L'entrée fracassante du désir après sa sortie fracassante. Son retour sur ses pas. Ses talons qui remontent dans l'escalier de bois. L'irruption du désir, d'un désir qu'on croyait mort, dont on croyait être enfin débarrassé, qu'on prenait pour mort, oui, qu'on va déterrer, qu'on va sortir de là, qu'on va secouer. Toi et moi, on a étouffé notre désir. À partir d'ici, on va tout réenregistrer. À partir de maintenant, on va tout conserver, tout consigner, tout retranscrire. On va parler dans les micros, se placer pour les photos, écrire et ne rien effacer, ne rien déchirer, ne rien retourner. À partir de maintenant, on va tout dire, tout répéter, multiplier les mots, les éclater, les briser pour en fabriquer d'autres qui nous iront mieux, qui seront les nôtres, qui parleront mieux de nous, de ce qu'on est, de ce qu'on sera, qui parleront pour nous. On va épuiser le langage à force d'interroger ta langue avec la mienne, ma langue avec la tienne. Notre désir va vider le langage. On va le déchirer et devoir trouver un autre langage. On en aura assez du langage rapidement. Tout recommencer, tout réenregistrer, dire tout ce qu'on n'a jamais dit et qu'on a toujours su. Cette histoire, on va la reprendre là où on l'a laissée, là où on s'est laissé. Je dis, on se voit? Tu dis oui. Je pense qu'on devrait revenir sur nos adieux. Ils étaient sérieux, ces adieux. On a bien disparu quelques années avec eux. C'était de vrais adieux. Oui, voyons-nous, c'est d'accord. Dimanche ou mardi ou mercredi, un jour ou l'autre, voyons-nous. Ce jour enfin arrive. Tu dis, je veux partir d'ici. Recommencer ailleurs. Partir pour aller où? Pour faire quoi? Pour devenir qui? Tu partirais avec qui? Tu partirais seul. C'est la seule façon de partir seul. Tu laisserais quoi derrière? Tu te retournerais, tu crois? Tu te souviens quand on s'était pas retourné, tu te rappelles? Oui, je me souviens, c'était l'hiver. Il faisait froid. Je dis, je suis venue te dire que je veux recommencer, tout réenregistrer. Si c'était possible, je te le demande, reprenons du début. Tu te tiens à distance. Je pense, je ne me vois plus dans ton regard. Je ne m'y reconnais plus. Et pourtant, c'est bien toi qui es là. C'est quoi, cette distance? Cette distance sans fin entre toi et le monde, entre toi et moi. Je peux poser des questions? Une question, je peux. Tu dis que tu évites les questions. Tu ne dis pas que les questions te font mal. Tu dis que tu ne t'en poses pas. Je dis, je ne te crois pas. J'aimerais savoir si tu m'as aimé. S'il en reste quelque chose, comme un vestige, un vertige. Quand je m'approche de toi, est-ce que quelque chose se ravive? Je voudrais te poser cette question si, à l'évanouissement complet du désir, à la disparition du désir, tu crois? Tu réponds, je veux m'amuser. Je veux la légèreté totale, penser à rien. Je dis, je ne te crois pas. Ton étrange et pénible désir d'amusement est une faiblesse et j'aime cette faiblesse. Tu as peur de mon jugement sur ta vie et tu as raison, parfaitement raison.
Je veux ta main dans la mienne. Pas toi? Tu soupires. Je pense, c'est quoi cette fatigue dans ton visage? C'est quoi ce gris? C'est quoi cette fragilité en plein visage, en plein corps, dans ta voix? Il veut dire quoi ton corps quand il vacille? Il parle de quoi? Il parle à qui? À moi? Ton corps, à qui il parle maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis? Qui te fait rire, te fait pleurer? Qui te questionne sur qui tu es? Qui, à part moi? Qui t'imagine, t'invente à part moi? À qui tu échappes? Plus je te regarde et moins je te reconnais. Même corps, même présence, même physique, même démarche. Et pourtant, ce n'est pas toi. Je vois bien que ce n'est pas toi. C'est qui celui-là? C'est quoi ce t-shirt? C'est quoi ce short? C'est quoi ces running? Tu es qui, toi? Dis-moi, tu es qui maintenant? Faut te lire entre les mots, entre les lignes. Ils sont où les mots? Ils sont où les lignes? On commence par où pour te suivre des yeux? De quoi on parle? On parle pour rattraper le temps. On fait la chronologie de nos vies. On dit j'ai fait ceci, on dit j'ai été là. On s'invente des petites histoires. Tu as fait quoi? Tu as vu qui? Tu as été où? Tu as été qui tout ce temps? C'est quoi ce silence sur ta vie? Tu dis qu'un jour, tu m'as dit que tu m'as aimé. Tu dis qu'un jour, tu m'as dit ça. Tu dis que ce jour a existé. Tu dis que tu l'as dit, que ce mot imprononçable, tu l'as utilisé, qu'il est bien sorti de ta bouche, qu'il a jailli et que tu n'as pas pu le retenir, qu'un jour, oui, tu l'as dit. Redis-le encore, pour que je l'entende. Comment ça se dit, ce mot? Comment tu le prononces? Quel effet ça fait dans ta bouche? Comment ça frise ta lèvre? Comment ça fait pleurer ou scintiller tes yeux? D'où ça part en toi, ce mot? Par où ça remonte? Redis-le, s'il te plaît. Tu dis non. Tu dis tu veux tout maintenant et je ne peux pas. Je ne peux plus maintenant. Tu dis c'est trop tard sans dire c'est trop tard. Donc, tu dis des choses que je n'entends pas. J'en suis encore à ces mots. Je ne peux pas. Ces mots-là, c'était les miens d'abord et je crois qu'ils t'ont fait mal. Ce sont les tiens maintenant. Je ne peux pas. Je ne veux pas d'une histoire avec toi. C'est contre moi qu'ils se retournent maintenant, ces mots. Tu me les prends et tu les retournes contre moi. Tu dis plus jamais d'histoire avec toi. Combien je les trouve insupportables, ces mots terribles. Je ne veux plus t'écouter, je ne t'entends plus, je ne veux plus t'entendre. Je crois mourir quand je vois le désir partir avec toi. Comprendre que tu veux partir, que tu vas partir ailleurs, qu'il n'y aura pas de finale, que ce ne sera pas celle que j'avais prévue. Tu dis que je suis quelqu'un de bien et que tu n'es pas comme ça, toi, que dans notre première histoire, ce n'était pas toi, tu n'étais pas toi. Tu étais qui? Tu étais qui alors? Qui j'ai vu, moi? Qui j'ai caressé? Qui j'ai blessé? Et maintenant qu'on peut tout recommencer, tout réenregistrer, tu es qui? Pourquoi tu es lui? Tu dis c'est trop intense tes mots, ta langue, trop long tes textos, tes lettres, trop intense pour moi tout ça. Intense. Tu es qui pour dire ça? Tu veux dire quoi? Je pense... Mets tes mains sur mon dos, sur mes fesses, sur mes yeux. Je pense, si le langage ne te fait pas jouir, ne parlons plus. Mets tes mains sur mon dos, sur mes fesses, sur mes yeux. Je pense, si le langage jamais ne te touche, si le langage ne t'atteint pas, s'il ne te vise pas, s'il passe à côté de toi, si même le langage t'effraie, te fait peur, t'affole, t'inquiète, embrasse-moi. Embrasse-moi. Dis-moi comment ça déteint le désir. Comment ça flambe puis ça s'envole? Comment ça meurt? Comment on peut mourir de désir puis voir le désir mourir? Dis-moi, comment d'un coup ça disparaît? Petit à petit ça se dissipe ou ça vient d'un coup, ça se plante là et c'est mort, c'est trop tard.
Comment un jour on se met à ne plus désirer quelqu'un, à ne plus le regarder de cette manière-là, à ne plus le voir de cette manière-là, à ne plus être en face de lui comme en face de soi. Comment les lèvres, la nuque, les mains de l'autre, ses manières, ses gestes, sa voix ne nous touchent plus, ne nous émeuvent plus, ne nous traversent plus. Comment c'est possible qu'on n'ait plus envie de s'y enfouir, de les fouiller, de tout sonder, les ongles, les lobes, les pieds, les creux au coin des yeux? Ça s'explique comment cette démission du désir? Dis comment ça s'explique, si ça s'explique. Trouve les mots, s'il te plaît, pour dire que rien de ce désir ne subsiste, que ça glisse comme un sexe entre les mains, le désir, que rien de rien ne persiste. Trouve les mots. Comment un corps se vide d'un autre corps, d'une autre voix? Comment la pensée, le rêve, les sentiments effacent quelqu'un, l'anéantissent puis le remplacent? Comment un corps ne frissonne plus quand l'autre corps le prend par la taille, par la main, par la bouche, par les yeux? Pourquoi la peau, soudain, n'a plus ce goût indispensable, ce goût qui était tout? Pourquoi une langue se tait quand l'autre non? Je m'assois sur ton lit. Je vois le désordre dans tes yeux. La peur aussi. Pourquoi la peur? Qu'est-ce qu'elle fait là, la peur? Tu t'assois à côté de moi. Pourquoi on parle? Pourquoi on continue de parler? Pourquoi je pointe ça et que tu réponds ça et ça? Tu te jettes sur ton lit. Je me jette sur toi. On répète l'histoire et on la connaît par cœur. Mais cette fois, on la joue mieux, de l'avoir un peu désapprise, de l'avoir un peu oubliée. Cette fois, c'est la bonne, on ne joue plus. Ça y est, c'est la vraie, ce n'est pas un jeu, ce à quoi on joue depuis le début. Ça y est, on y est, je pense. Tes bras ouverts, tes paupières fragiles et cheveux fins sur ma poitrine blanche. Chacun nos ailes de désir doré étendues dans tes draps noirs. C'est sublime, tout y est. Tout ce qu'on ne parvient pas à nommer dans l'instant, il faudrait qu'on nous voie comme ça. Il faudrait qu'on nous peigne dans cette position-là. Je te reconnais, pourtant tu n'es pas là. À quoi tu penses? Je te fais l'amour, pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu fais alors? Pourquoi tu me demandes ce que je fais là? Pourquoi tu veux savoir ça? Est-ce que je dois répondre par des mots? Ça vient d'où cette voix? Pourquoi tu prends cette voix? Je ne reconnais pas cette voix, ta voix. Est-ce que je peux dire faire l'amour? Est-ce que je peux? Dis, tu es d'accord si je dis qu'on n'a pas les mots pour se parler et que parler nous fait mal, qu'on est condamné à parler mal de ce qu'on vit, à mal le raconter? À qui on pourrait raconter cette histoire-là? Tu la racontes, toi, cette histoire? À qui? Quand? Comment? Tu prends quelle voix quand tu la racontes, cette histoire? On a déjà parlé, nous deux, parlé silencieusement, nus, sans être vus, montés un sur l'autre. On est encore un sur l'autre, tout est comme avant. Le même bordel dans la chambre, nos corps fatigués, maigres, nos souffles courts qui disent qu'on va partir en fumée, nos voix qui vont bien ensemble. On peut dire ça des amoureux, qu'ils ont des voix qui vont bien ensemble, on devrait dire ça. Nos mains sont les mêmes, nos langues sont silencieuses, mes grands yeux et les tiens sont heureux de se revoir. Tu dis, je me perds dans tes grands yeux. Quand tu te perds dans mes yeux, tu vas où? Tu vois jusqu'où? Pourquoi tu te perds? Qu'est-ce qui périt de toi quand tu es en moi? Qu'est-ce que tu laisses de toi en moi? Qu'est-ce qui te manque de moi? Pourquoi je pleure? Je te tiens tout près, puis plus du tout. Tu te lèves, tu te rhabilles. De toute cette nuit passée ensemble et qui sera la dernière, je retiens surtout ce moment où délicatement tu prends mon poignet pour m'enseigner à appuyer sur les touches du piano. Ce geste, ce moment, c'est surtout celui où on sait tous les deux qu'il vaut mieux renoncer aux mots. Ce moment où je sais, en sentant ton corps à nouveau et pour une dernière fois contre le mien, que sans jamais t'avoir compris, sans avoir trouvé les mots pour te le dire, j'ai éprouvé de l'amour pour toi. Et pour la première fois en t'entendant jouer du piano, compris que tu me quittais à ton tour. Je n'aime pas les fins d'émission. Je ne crois pas à la fin de l'amour.
J'aimerais pouvoir imaginer une émission qui demeurerait inachevée, qui n'arriverait pas à sa fin. Il n'y aurait pas de mot de la fin, pas de conclusion, pas de finale, pas de remerciement, pas de salutation quant à la prochaine émission. Une émission dont je n'aurais pas prévu la fin. Au tout début, je n'aurais rien su de comment ça allait se terminer, sur un mot, une musique, en plein milieu d'une phrase, dans le mouvement, dans l'élan en suspens. Une émission sans fin, comme une émotion. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, j'irai chercher les hautes lumières. Aux innocents les mains pleines, je t'emmène lancer des médailles dans l'eau bleue des fontaines et cueillir à nouveau ces visions qu'on s'offrait autrefois comme des couronnes, ces visions qu'on s'échangeait pour se dire, pour se rappeler, je suis veilleur, tu es musée. Je vais sentir les feuilles de menthe craquer sous nos dents avec la chlorophylle qui s'échappe et te faire écouter le son de carillon que fait le claquement des drisses de pavillon contre les mâts, avec en fond le grand fracas de la mer qui rapporte et au-dessus la procession de cargo des nuages bas et blancs. Je voudrais te faire rencontrer les femmes cyprines et des drag queens qui nous habillent de robes et diadèmes au croisement d'Amsterdam et la 80e pendant que moi je te mettrai au poignet des bracelets de tissu qui viendront des bracelets de fleurs, puis des rubans, puis des violons. Je porte le blason de mon clan, je l'ai désormais gravé sur la face visible de mon cœur, mais ça ne fait pas mal, au contraire, rassure-toi. J'y vais broder nos souvenirs étincelants sur 2 manteaux de nuit que m'ont offert des frères tisserands. J'ai à la même mes haussières, je suis prête. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Aux innocents les mains pleines, je t'amène plonger dans la Seine et nager dans les courants forts de Beauchamp. Nage dans les rivières, remonter les ruisseaux, puis prendre un bain brûlant où je laverai ta peau au lait d'ânesse avant de sécher ton corps moi-même, comme avant, quand on est adolescent. Je veux faire l'amour dans les champs, dans les clairières, dans les taxis. Je veux faire l'amour partout, même sur les toits de Paris. Je veux résider au creux de ton cou et dans tes draps parfumés au lilas, tandis qu'une madrée enveloppée de châle rouge bide nous front en silence avec des croix de baume au camphre. Je te montrerai comment décrocher les boules blanches des symphorines pour les éclater sous nos pieds entre nos doigts, avant d'aller regarder la lumière d'un lampadaire qui rougeoie et qui vacille sur les berges du fleuve endormi, dont les rayons de vent emplissent la surface. Je vais offrir cette cigarette à ma mère, cette cigarette d'après la guerre et son odeur vanillée. Je t'amène voir le granit rose de ces îles qu'on peut pas déplacer, mais c'est pour nous protéger. Je t'amène tout rejouer, peut-être tout perdre, peut-être aussi tout rafler, tout braquer, tout gagner. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Aux innocents les mains pleines, je t'emmène voir Tolède, Cavour, Sienne et Navone, toucher la faïence des rues de Lisbonne et le marbre blanc lisse et brillant des palais. Je veux entendre les salams des chauffeurs et qui nous crient « Les enfants, je vous emmène à Orléans si ça vous plaît ». Je veux t'offrir le tintement des couverts d'argent contre le cristal et les mots précieux des miens. Je veux écouter les histoires des anciens encore et encore, ces histoires millénaires qui renaissent. On s'est connus il y a 3000 ans, on se retrouve maintenant et nos enfants feront de même. Je t'emmène loin des rires de la colère, loin des regrets, loin des nausées. Je t'emmène loin de la barbarie et des odeurs de kérosène brûlé. Je t'emmène courir après les filles, après les garçons, après les rêves et contempler les vivants, ces gens qu'on croise parfois et qui nous font tomber amoureux pour 2 pour 3. On doit encore parcourir la terre, on doit trouver 100 000 sœurs et 100 000 frères pour plus jamais être seuls dans les cimetières. Alors sur la colline du Palatin, par-dessus et dont Byzantin, bientôt nous serons postés. Nous armerons nos flèches de diamants pour devenir sagittaires et décrocher les hautes lumières. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Après la nuit, avant le jour, et à travers